Vous pensez que la thérapie de couple peut tout sauver? Et si ce n'était pas toujours le cas? Vous savez, il y a certaines situations bien précises où la thérapie de couple n'est pas seulement inefficace, mais où elle peut même devenir contre-productive, voire même dangereuse. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer un travail à deux, il faut déjà s'assurer qu'on parle bien de la même chose et qu'il existe un cadre sécurisé pour pouvoir le faire. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 situations typiques où la thérapie de couple n'est absolument pas recommandée et surtout ce que vous pouvez faire à la place. Ça pourrait vous éviter bien des détours et aussi bien des blessures. Prêt à y voir plus clair? C'est parti. Alors la contre-indication numéro 1. Y a-t-il une autre personne qui occupe vos pensées, quelqu'un avec qui vous entretenez une relation affective particulière, émotionnelle forte et qui entre en compétition avec votre couple actuel? Alors je sais que c'est une question très délicate, mais c'est une question que je pose toujours en toute confidentialité en début de consultation. Je le fais bien sûr individuellement, séparément et avec énormément de tact, mais je le fais quasi systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment entamer un travail thérapeutique à deux alors qu'il y a une troisième personne dans l'équation. Et je le dis avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup de franchise. Tant qu'il y a triangulation active, en tant que thérapeute, je ne sais même pas vraiment quel lien on cherche à sauver. Est-ce celui de votre couple actuel ou celui qui se tisse ailleurs, dans le flou, dans le silence ou dans la confusion? Et je sais que c'est une situation sensible, explosive parfois. Vous avez peut-être l'impression d'être là comme si vous manipuliez une bombe. Et tout l'enjeu, justement, c'est que cette bombe ne vous explose pas en pleine figure. Mais c'est aussi le rôle d'un thérapeute de couple de vous rejoindre là où vous êtes et de vous dire la vérité avec amour. Et dans ce cas précis, la vérité est simple. Ce n'est pas encore le moment pour une thérapie de couple. Ce qui va vous aider davantage à ce stade, c'est une thérapie qu'on appelle de discernement amoureux. C'est un espace individuel, souvent bouleversant mais profond et salutaire, pour aider la personne concernée à mettre en clarté ce qu'elle vit et surtout ce qu'elle veut vraiment faire avant de commencer le travail à deux. Alors, l'idée, c'est pas de trancher à votre place, ni quoi que ce soit du style, mais de vous permettre de faire un choix en conscience, sans précipitation, sans illusion et sans pression extérieure. Alors, l'issue est très variable, voire même imprévisible. Vous savez, j'ai vu des couples qui renaissent de leur sang de façon inattendue et d'autres qui ne survivent pas à l'épreuve. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si c'est ce que vous vivez en ce moment, je sais que c'est dur et je vous envoie toute ma compassion. C'est un moment flou, inconfortable, vulnérable. Mais vous savez quoi, parfois, c'est aussi là que l'essentiel peut émerger. À présent, passons à la contre-indication numéro 2, à la thérapie de couple. Mais juste avant, dites-moi, est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo complète sur le sujet de l'infidélité et de la triangulation amoureuse? Par exemple, comment sauver son couple après une infidélité. Laissez-moi ce mot code triangle dans les commentaires pour que je sache si cette thématique vous intéresse. La deuxième contre-indication, c'est quand une pathologie non prise en charge empêche le travail de couple. Imaginez ceci. Vous consultez un médecin pour une douleur au genou. Et sans vous poser de questions, sans vous ausculter, sans faire d'examen complémentaire, il commence à griffonner une prescription, il vous donne le traitement. S'il fait ça, vous auriez des doutes, n'est-ce pas? Et vous auriez raison. Eh bien, c'est exactement pareil pour la thérapie de couple. On ne peut pas commencer la thérapie, sauter dedans sans faire de diagnostic. En tout cas, c'est le cœur de la méthode Gottman et c'est ce que je fais personnellement systématiquement. Une évaluation complète du couple permet de mieux comprendre votre dynamique relationnelle, les ressources de votre couple. Ça permet d'identifier justement ces contre-indications majeures à la thérapie à deux. Ces situations où la thérapie devient contre-productive, un obstacle à l'épanouissement à deux. Donc c'est le cas par exemple quand il y a un problème avec l'alcool ou des addictions diverses, quand un des partenaires souffre d'une dépression sévère, avec des idées suicidaires ou un retrait profond qui empêche la communication,
quand il y a des troubles de personnalité non stabilisés, comme par exemple le trouble borderline, qui submergent la relation et créent un déséquilibre, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il faut être clair. Il y a toujours le partenaire aidant qui prend toute la charge de la relation, et ce n'est pas normal. On ne peut pas bâtir une maison si l'un des piliers menace de céder. Donc, la priorité absolue ici, c'est le travail individuel, la stabilisation individuelle. C'est pour ça que dans ces cas, je réoriente systématiquement vers un professionnel, un psychiatre ou un psychologue pour une thérapie ciblée, en tout cas un accompagnement adapté à la problématique. Alors ça ne veut pas dire que la thérapie de couple en soi est exclue pour toujours, elle doit être mise un peu entre parenthèses ou être suivie en parallèle du travail en individuel. En tout cas pour éviter que le couple ne s'enlise dans ce sentiment d'impuissance et d'épuisement. Alors si vous vous sentez concerné par ce cas-là, ou si simplement peut-être vous avez des doutes, sachez qu'il n'y a aucune honte à avoir un détour temporaire. C'est important de prendre soin de sa santé mentale et votre couple vous en remerciera. Vous savez, parfois, une des plus grandes preuves d'amour, c'est de dire « je vais prendre soin de moi pour mieux revenir vers nous ». Et si tu sens que votre couple est en creux ou que tu ne veux pas le laisser s'éteindre, je t'ai préparé une masterclass gratuite qui va droit au but. Sauver son couple en 60 minutes. C'est un atelier clair dans lequel je t'explique comment recréer un climat de sécurité et comment ne plus t'épuiser seul dans la relation. Le lien est juste sous cette vidéo dans la description. Dites-moi, est-ce que vous laisseriez un set de couteaux bien affûté entre les mains d'un groupe d'enfants de 6 ans? Jamais de la vie, vous me diriez, n'est-ce pas? Et vous avez raison. Eh bien, faire une thérapie de couple quand il y a de la violence physique ou verbale, c'est du même ordre de risque. Avant même de parler d'outils de communication, de ce qui se passe dans le couple, de compréhension, de compromis, ainsi de suite, eh bien, il faut déjà commencer par s'assurer que on le fait dans un cadre sécurisé pour les deux partenaires. Autrement, le travail de couple va être non seulement inefficace, mais il peut aussi s'avérer dangereux et très dangereux. Même en présence d'un thérapeute, même dans un cadre qui est censé être neutre, il peut se passer énormément de choses très très graves. Des intimidations silencieuses, des accusations voilées qui humilient ou déstabilisent, des pressions invisibles pour garder l'emprise et le contrôle sur l'autre, ou pire, des représailles une fois la séance terminée. C'est pour ça qu'un thérapeute de couple doit absolument être formé à détecter les signes d'abus et de domination et à savoir les gérer. Alors souvent, l'un des deux dit « oui, on se dispute fort, mais ce n'est pas de la violence ». Alors comment faire la différence? Il faut savoir faire la distinction essentielle entre se disputer, hausser le ton, dire des choses sous le coup de la colère qu'on regrette après coup. Alors, est-ce que c'est sain? Non, ça ne l'est pas. Mais par contre, ce n'est pas toujours automatiquement de la violence conjugale. Ce qui doit vous alerter, c'est autre chose. Est-ce que vous avez peur de votre partenaire? Peur à en trembler? Est-ce que vous avez l'impression de subir ces décisions, ces colères, que c'est imprévisible, vous ne savez pas sur quel pied danser? Est-ce qu'il y a déjà eu des gestes physiques menaçants pour vous, des cris glaçants, des objets lancés? Est-ce que vous avez l'impression de vous effacer simplement par peur des conséquences, des représailles? Si vous avez répondu à une de ces questions, oui, vous êtes peut-être dans une dynamique de violence conjugale et c'est à prendre très au sérieux. Alors, dans ce cas touchant, il n'est plus question de thérapie de couple. La priorité, c'est protéger la personne victime de violence. Et il s'agit ici d'évaluer les risques concrets et de réorienter vers un accompagnement individuel spécialisé. Faire appel à des associations spécialisées aussi. Donc là, la thérapie de couple n'est absolument pas sécurisée parce qu'on ne peut pas travailler quand l'un des deux tremble à l'idée de parler. Alors, si vous êtes concerné ou si vous avez un doute, même diffus, même flou, s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en à un professionnel de confiance, à votre médecin peut-être, parce que vous méritez mieux et la sécurité n'est jamais à négliger. Alors, passons maintenant à la 4e contre-indication. Vous savez, c'est vraiment le cas le plus piégeux, le plus difficile à repérer pour un thérapeute de couple. C'est quand un des partenaires est narcissique. Alors, vous savez, c'est un couple qui vient, il parle calmement,
ils suivent plus ou moins les consignes, mais dans les faits, très vite, la thérapie devient un champ de bataille psychologique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a ce partenaire qui a ce type de personnalité toxique, narcissique, et il retourne les outils thérapeutiques à son avantage. Il ne se remet pas en question. Il le fait pour mieux asseoir son emprise et son contrôle sur l'autre. Alors, du coup, on observe des dynamiques subtiles mais très déroutantes. De la manipulation émotionnelle, par exemple, un partenaire qui va charmer subtilement le thérapeute en se montrant très coopératif, très calme, très logique, pendant que son partenaire galère sous pression, semble tendu, réactif, ce qui donne une fausse impression de déséquilibre. Le gaslighting ou l'inversion des rôles. Par exemple, tu te rappelles pas? Mais si, mais j'avais dit ça. Ah bah non, jamais de la vie, je n'ai jamais dit ça. Hein? Comme un partenaire fait douter l'autre de ses souvenirs quand il remet tout en question jusqu'à ce que le partenaire, le pauvre, il est là, il est en train de s'excuser pour quelque chose qu'il n'a jamais fait ni dit. Un refus total de prendre sa responsabilité. Par exemple, un partenaire qui dit mais regardez, moi je fais tout ce qu'il faut, mais c'est lui qui est trop sensible. Quand les ressentis du partenaire sont tout le temps minimisés ou pointés comme étant exagérés, quand il y a un isolement social d'un partenaire, ce n'est jamais bon signe. Un partenaire narcissique va utiliser la thérapie comme un outil de contrôle, en disant par exemple, vous voyez, même en séance, elle ne fait pas d'effort, elle refuse de changer. Autrement dit, la thérapie ici est utilisée pour humilier, accuser et prouver que le problème, c'est l'autre, systématiquement. Alors, le plus gros danger, c'est que tout cela peut être très très bien ficelé et masqué avec des phrases qui sonnent raisonnables, mais qui inversent subtilement les rôles. Par exemple, regardez, moi je fais vraiment tout pour que ça marche. C'est lui qui est instable. Elle a tellement de traumas à régler. Elle a même pas fait les exercices que vous nous aviez donnés. Mais moi, je suis venue en thérapie, c'est bien la preuve que je fais des efforts, non? Et là, si on n'est pas formé à détecter ce type de fonctionnement, on risque de renforcer malheureusement la domination qui est déjà en place. Alors je sais, le mot narcissique est galvaudé, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne désigne rien. Les signes à surveiller sont bien là et sont réels. Quand le problème vient toujours d'un seul partenaire, quand la thérapie est un moyen de corriger et pas de se remettre en question, quand il n'y a aucune introspection sincère, quand il y a un manque d'empathie, quand il y a une posture de condescendance, même en séance, et souvent avec des signes d'emprise invisibles, émotionnelle, voire même financière. Dans ces cas-là, la thérapie de couple, quand il y a un partenaire narcissique, n'est absolument pas recommandée. Ça devient un piège où la personne victime de cette dynamique perd encore davantage ses repères. Parce que même cet espace thérapeutique censé être neutre et bienveillant va être détourné contre elle. La meilleure alternative, une thérapie individuelle centrée sur la personne victime, celle qui doute, qui souffre, qui se remet en question, qui sent quelque chose qui ne va pas, mais qui n'a toujours pas réussi à l'expliquer ni à mettre de mots dessus. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans ce que je décris? Si c'est le cas, je vous en prie, ne minimisez pas ce que vous vivez. Vous avez le droit de demander de l'aide, d'être écouté et de trouver un espace où votre parole sera entendue, respectée et jamais retournée contre vous. Alors dites-moi, est-ce que vous aimeriez voir une vidéo complète sur le sujet du narcissisme dans le couple? Par exemple, comment reconnaître les signes d'un conjoint toxique ou qui a une personnalité narcissique? Ou par exemple, comment en sortir? Écrivez lumière dans les commentaires si vous voulez que je mette la lumière sur cette thématique qui est bien souvent laissée dans l'ombre. Alors maintenant, parlons d'une 5e situation très fréquente mais souvent taboue. La perte de sentiments. Vous vous éloignez sans même vous en rendre compte. Vous vivez ensemble mais vous êtes devenus des colocataires, vous ne touchez quasiment plus. Vous vous dites je t'aime une fois par an par loyauté ou parfois même plus du tout, il y a plus et de toute façon il y a plus ce frisson, il y a plus ce lien. Alors est-ce que c'est trop tard pour consulter? Est-ce que c'est une contre-indication pour la thérapie de couple? Alors, je vous le dis tout de suite, clairement non. Et je vais vous expliquer
pourquoi. Alors, si vous reconnaissez là-dedans, rendez-vous maintenant dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez l'impression d'avoir perdu le sentiment amoureux pour votre conjoint et comment le rétablir. C'est parti.